Bonjour à tous. Merci d'être présents à notre causerie. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre causerie qui porte vraiment sur transformer les pertes en opportunités, guide de pistes de solutions sur la valorisation des solides laitiers. Puis, c'est un projet de collaboration qu'on a fait avec le CDBQ. Donc, sans plus tarder, exactement, Charles, merci. Ça, c'est les consignes durant la causerie. Je vous demanderai de mettre votre micro sur mute. Donc, puis aussi, vous pouvez garder votre caméra ouverte. Puis, si vous voulez poser des questions, vous pouvez ou émettre des commentaires, vous pouvez le faire dans le chat. Et pour poser des questions en direct, levez la main avec la petite réaction. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos conférenciers. Donc, Charles Lemont. Charles détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval. Il est également titulaire d'une maîtrise en management de la performance des industriels, pardon, des industries laitières de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement, AgroSup de Dijon en France. Il a occupé des postes d'importance au nom, au sein d'entreprises internationales, notamment dans le secteur de la transformation laitière. Charles excelle en analyse d'efficacité des divers processus et a élaboré et mis en œuvre des plans d'action visant l'amélioration du rendement et de la rentabilité. Puis Charles s'est joint à l'équipe du CDBQ en 2016 en tant que chargé de projet en innovation où il y a contribué directement à la réalisation et la mise en œuvre de plusieurs dizaines de projets d'innovation. Puis notre seconde conférencière, c'est Serena Safieddine. Serena détient un baccalauréat en chimie et une maîtrise en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval. Elle a acquis une solide expérience en innovation alimentaire en travaillant chez des fournisseurs d'amidon et d'arômes. Serena s'est jointe à l'équipe du CDBQ en 2021 pour partager sa passion pour la formulation de nouveaux produits et elle a développé aussi une expertise pour l'évaluation de l'impact environnemental des produits, pardon, des procédés et d'emballage dans le secteur alimentaire. Donc, merci, je vous laisse présenter. Merci Marie-Pierre. Je vais prendre la parole et le contrôle de la présentation pour la prochaine heure et demie. On vous présente un petit un plan tentatif de notre présentation. Aujourd'hui, vous allez voir les périodes de discussion, pause. C'est là qu'on va prendre le temps de répondre à vos questions que vous aurez sur le chat. Je pense qu'il y en aura. Puis s'il y en a plus tard, on sera ouvert à les recevoir. On va essayer de respecter pas mal le plan de match qu'on a ici. Euh, Fait que si on commence, pourquoi on voudrait s'intéresser aux pertes? Mais évidemment, il y a une perspective économique qui est associée à nos pertes en industrie. Je pense que c'est peut-être la première chose à laquelle vous pensez, mais on vous questionnera là-dessus un peu plus tard. Mais de plus en plus aussi, on intègre la perspective environnementale dans la gestion des pertes parce que déjà nos usines, on génère du coproduit, on génère des pertes, on génère des émissions de gaz à effet de serre, tout ça. Puis là, comme vous voyez sur ce graphique-là de Recyc Québec, oui, c'est vrai que This meeting is being recorded. l'industrie laitière, c'est pas le plus gros poids, là. On a les viandes qui ont quand même un poids environnemental plus important, mais reste quand même que c'est des considérations qu'il faut penser. Euh, dans ce projet-là qu'on a mis en œuvre, on a essayé de faire une différence entre le coproduit et les résidus. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est parce que dans le coproduit, puis je vous le présente à la diapo suivante, on a énormément de travaux qui se sont faits, des études universitaires, des articles scientifiques, des brevets, tout ça, sur le coproduit. Mais les matières organiques résiduelles de l'industrie fromagère ou de l'industrie laitière en général, qu'est-ce qu'on a là-dessus en réalité? Puis justement, par rapport à un coproduit, une perte, un résidu, c'est quoi la différence fondamentale? Ben, dans ce projet, on a fait la distinction entre les deux de cette manière-ci, c'est que notre coproduit, c'est tout ce qui est généré par nos processus. Puis le plus simple, c'est l'écrémage du lait. Puis peu importe c'est quoi la fraction qui nous intéresse. Si c'est la crème qui nous intéresse, ben le lait écrémé devient mon coproduit. C'est pas une perte, c'est pas un déchet, c'est vraiment juste que notre production fait qu'on va avoir le coproduit qui est généré. Puis comme on le disait, il y a énormément de travail qui a été fait sur les coproduits. Alors que nous, ce qui nous intéresse dans ce projet-là qu'on présente aujourd'hui, c'est les matières résiduelles organiques. Souvent, on va pouvoir les éviter. Il y a des causes qui sont dans notre contrôle, il y a des causes qui sont hors de notre contrôle.
Mais c'est vraiment, c'est tout le reste. Fait que les produits tombés au sol, par exemple, des choses qui sont expirées pendant qu'ils sont sous notre contrôle, c'est-à-dire je rentre dans mon circuit de distribution, puis pour une raison X, Y, Z, j'ai pas réussi à livrer avant que le produit soit périmé, mais ça devient une perte, ça devient un résidu pour moi. Fait qu'il y a toutes sortes d'exemples. On rentrera plus dans les détails après. Puis j'ai une question déjà pour vous. Question quiz. Aujourd'hui, vous, en tant qu'industriel, puis si vous êtes universitaire, c'est pas grave, vous pouvez répondre comme si vous étiez industriel. C'est quoi votre principale motivation à valoriser les résidus? On se laisse un petit 20 secondes pour répondre. De toute façon, je vais consulter vos réponses après la prochaine diapositive. Fait que là, si je lis les choix, en fait, raison économique, impact environnemental, manque de place, une combinaison de deux ou plus de ces choix-là, haute motivation, peut-être même aucune motivation à valoriser. Dans ce cas-là, vous pouvez rester, mais peut-être que le reste va moins vous toucher. Euh, Donc, le projet qu'on vous présente aujourd'hui, pour qui on fait ça? Ben, en fait, c'est pour toute la filière laitière du Québec. C'est peu importe son occupation. Oui, tantôt j'ai dit fromage, mais vous allez voir, ça s'oriente un petit peu vers là parce qu'en général, les procédés des autres secteurs, c'est des procédés totaux, c'est-à-dire on utilise tout. Euh, donc, c'est quand même pour tous les joueurs de l'industrie, que ce soit dans les fluides, fromage, les produits fermentés, le beurre, les produits concentrés. Donc, on entend poudre, concentré, lait condensé, puis les crèmes glacées. Pourquoi on veut mettre ça de l'avant? Mais en fait, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est pour vous guider puis vous outiller, vous les transformateurs et aussi membres de l'Académie, là, pour une réflexion stratégique pour valoriser vos résidus. Puis le corollaire, ben, c'est que si on valorise nos résidus, on réduit notre impact environnemental, puis on espère générer des gains. Vous allez voir, il y a une petite portion de la présentation à ce sujet-là. Comment on a fait ça? Ben, en fait, il y a une partie du travail très importante qui a été faite par le CFQ, qui est des enquêtes auprès de transformateurs. Après ça, on a fait aussi un recensement de un peu tout ce qui se fait en termes de résidus dans notre industrie de transformation laitière. On a fait des veilles technologiques, on a fait des évaluations techniques et économiques préliminaires de ce qu'on proposait. Puis aussi, vous allez voir la partie la plus intéressante, je pense, l'évaluation environnementale des scénarios qu'on va avoir identifiés. Puis ça, ce projet-là, ça a été mis de l'avant par le CFQ. On les a supportés, mais c'est surtout supporté par le programme PDTS, le programme de développement territorial et sectoriel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. En fait, je reviens sur ma question. Hélène, si vous nous présentez les résultats, votre principale motivation à valoriser vos pertes, je l'affiche à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez. On a quand même, je suis content, personne qui nous a répondu, aucune motivation à valoriser, mais c'est généralement impact environnemental si c'est un seul facteur, sinon plusieurs de ces réponses. Je pense que vous êtes à la bonne place. Vous allez voir des très belles choses aujourd'hui avec nous. Donc, pour poursuivre, je fais un petit rappel. Le projet qu'on vous présente aujourd'hui, on se préoccupe surtout de ce qui est réemploi, mais il ne faut pas oublier que la réduction à la source, ça demeure notre levier principal pour réduire notre empreinte écologique ou environnementale. C'est juste que si on n'émet pas de résidus, on n'a pas d'efforts supplémentaires pour les valoriser. Donc, le plus qu'on peut, réduction à la source. Après, on regarde le projet on met de l'avant. Recyclage puis élimination, on essaie de les éliminer de notre jargon, mais parfois, c'est franchement impossible. Je sais pas, une contamination avec un métal lourd, ça va être difficile de remployer. Quoi qu'il peut avoir des exemples qui existent. C'est moi qui vous présente aujourd'hui, mais je voulais quand même souligner que c'est le travail de plusieurs mois, de plusieurs personnes. Si vous avez des questions qui sont très pointues, peut-être que je ne pourrais pas y répondre, mais en général, je pense que j'ai fait le tour. Toutes ces personnes-là se présentaient pas dans l'ordre d'importance, juste en ordre alphabétique du prénom. Puis un petit salut à Maryse qui était à l'origine du projet, qui était la directrice scientifique au CFQ, à la retraite maintenant, donc qui nous a permis de lancer ça. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, on le présente verbalement, mais je veux que vous compreniez que c'est quand même un travail de longue haleine, un travail qui nous donne un bon guide que vous pourrez consulter, près de 200 pages pour vous inspirer et initier vos projets de R&D quand vous serez en entreprise, là, après cette présentation-là. On espère qu'il soit disponible. On voulait qu'il soit disponible en décembre, mais étant donné le volume, l'édition prend un peu plus de temps. Ce serait disponible au début 2026. Donc,
On vous le présente aujourd'hui verbalement, mais sachez que vous aurez accès à la totalité du projet de manière résumée, résumée. Total dans le document de 200 pages va être disponible début de 2026. Fait que sans plus tarder, la démarche qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une démarche en 4 étapes, plutôt simple, je dirais, plutôt simplifiée, mais c'est juste pour avoir une ritournelle de comment on lance ces démarches-là de valorisation. Fait que d'abord, ça va être l'énumération de qu'est-ce qu'on a comme résidu dans notre entreprise, puis on va vous donner des exemples, nous on l'a fait pour le secteur. Qu'est-ce qu'on priorise à valoriser? Parce que oui, éventuellement, on veut toujours tout valoriser, mais c'est parfois difficile à envisager. Exploration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qui a été fait, puis action, mais action au pluriel, c'est qu'on a quand même plusieurs choses à faire avant de mettre ça en œuvre. Il y a d'abord des évaluations de faisabilité. Est-ce que notre marché est prêt? Est-ce qu'il y a de la rentabilité? Est-ce qu'on ne vient pas alourdir notre bilan environnemental? Puis après, on passe vraiment à l'action physique. Puis petit disclaimer, on a fait, nous, la démarche d'un point de vue d'observateur de l'industrie, c'est-à-dire que nous, on a fait vraiment comme si on regardait à 100 pieds dans les airs, qu'est-ce qui se fait dans une usine, qu'est-ce qui se fait dans le secteur laitier, mais on n'a pas eu accès à des banques de production ou des chartes de production ou des listes de résidus qui sont générés. Donc, on n'a pas de valeur en kilos, mais c'est juste, on le fait en tant qu'observateur. Puis une fois que vous êtes sensibilisé à la démarche, mais vous pouvez partir de ce qu'on vous propose pour l'adapter spécifiquement à vos utilisations. Et d'ailleurs, dans la première étape, puis Hélène, j'aurai la deuxième question à ce moment-là, pendant que je présente la diapositive. Euh, donc, ma prochaine question, c'est est-ce que vous avez déjà recensé vos résidus? Parce que notre première étape dans la démarche 4 étapes, c'est vraiment de faire l'énumération de nos résidus, savoir avec quoi on travaille. En général, si vous avez un plan ACEP, c'est assez simple. On part de notre plan ACEP et on essaie de penser à tout ce qui rentre, mais tout ce qui sort. Est-ce que j'ai des emballages? Est-ce que j'ai du lactosérum? Est-ce que j'ai des pertes au sol? J'ai de la découpe, fait que je génère des rognures. Je sais aussi que vous, dans les industries, vous aurez souvent un bac qui peut servir à toutes les pertes. Donc, dans les inventaires, souvent, ça va apparaître. L'idée, c'est vraiment de faire un recensement, un portrait global. Puis, à ce niveau-là, il y a ce qu'il y a dans les livres, mais ce qu'on suggère aussi, c'est faire soit une audience interne ou soit un genre de brainstorming avec plusieurs membres de l'équipe, c'est-à-dire pas juste de la direction, puis pas juste du staff de plancher, mais un heureux mélange des deux, parce que des fois, on a ce qu'on a remarqué dans les projets de valorisation, c'est qu'il y a ce qu'il y a dans les livres, puis il y a ce que les gens sur le terrain nous disent. Là, c'est un exemple un peu plus grossier. Vous voyez ici, là, oui, c'est de la perte. C'était pas trop dur à trouver. Mais des fois, il y a des petites subtilités sur est-ce que c'est un résidu, puis comment il est généré. Donc, si on va avec les réponses à ma deuxième question, est-ce que vous avez des informations sur votre recensement? Oh, on a beaucoup de ne s'applique pas à ma situation. C'est pas grave. Et généralement, ne s'applique pas à ma situation. Donc, probablement des membres de l'industrie ou en soutien à l'industrie, des membres de soutien à l'industrie ou de l'académie. Vraiment pas de problème. Mais très bien. Ceux qui ont répondu, il n'y a personne qui a aucune idée de ce qu'il perd. Fait que ça, c'est bien, j'adore ça. Peut-être que vous pourriez faire cet exercice-là par quelqu'un d'autre de votre entreprise, puis il y aurait une autre opinion. Mais bref, la première chose, c'est de s'y attarder. On a fait cet exercice-là, comme je disais, de manière satellite, là, de regarder un petit peu qu'est-ce qui se faisait. Puis, ce qu'on a sorti, c'est 39 grands résidus, puis on les a caractérisés de manière plutôt théorique, je dirais. Euh, Puis le fait de préparer ces cartes-là de caractérisation, puis on ne parle pas d'analyse, mais vraiment juste plutôt de l'analyse technique de ce que c'est le résidu. Tu sais, ça nous fait nous poser des questions. OK, on l'obtient dans quelle qualité? C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait rester de grade alimentaire? Est-ce que sinon c'est animal ou sinon c'est tellement contaminé qu'il n'y a rien à faire au niveau ni animal ni humain? Est-ce que c'est riche en protéines? Est-ce que c'est riche en gras? Est-ce que je peux le garder longtemps ou ça va périr très, très rapidement? Fait que cette première étape-là d'énumération et de caractérisation, ça nous permet de regrouper, voir déjà il y a le potentiel des résidus, entre guillemets, qu'on a chez nous.
J'ai passé un petit peu là-dessus tantôt rapidement. C'est que là, on cherche vraiment une énumération, mais pas des causes. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un produit. Il y a plusieurs causes qui nous mènent à un produit qui ne respecte pas des normes de composition. Fait que, par exemple, une erreur humaine, un bris mécanique, un problème de ferment. Est-ce que j'ai un changement de série qui fait que je cause de la perte? Tu sais, tout ça va finalement être un produit qui ne respecte pas des normes de composition. Fait que dans l'utilisation de ce résidu-là, la cause est pas trop importante en ce moment. Elle va le devenir quand on tombe dans la mise en œuvre. Une fois qu'on a fait cette énumération-là de tous les résidus qu'on a en entreprise, il faut se poser la question par où on commence. Parce que c'est certain qu'on voudrait une application 100%, je vais tout valoriser, je vais toutes les faire, mais vous savez comme moi que notre temps est compté en industrie. On va pas on peut pas mettre en œuvre tous les plans d'action qu'on veut. Fait que pour nous, pour vous, c'est certain qu'il va y avoir, ça devrait être plus facile, c'est-à-dire que vous avez vos inventaires, vous avez la valeur, peut-être pas la valeur environnementale, mais vous avez certainement la valeur monétaire. Fait que où est-ce qui est notre principal point à peser pour maximiser nos efforts? Alors que nous, comme on le voyait de manière sectorielle, on s'est dit, OK, admettons qu'on est une entreprise qui a tous les produits puis qui fait une production au Canada. Où est-ce qu'on priorise nos résidus à valoriser? Fait qu'on, on s'est donné d'abord deux paramètres qui nous permettaient de classifier nos résidus. Dans un premier lieu, c'est le volume. Hein? Qu'est-ce que mon résidu est généré, mais ça affecte quelle partie du lot? Est-ce que j'ai quelques unités, j'ai quelques kilos? Est-ce que c'est des palettes entières? Est-ce que c'est des lots entiers? Puis par rapport à ça, on a affecté une note. C'est simplement une note numérique, là, de 1 à 3. 3 étant la valeur la plus élevée, la plus grave, c'est-à-dire un lot entier. Ensuite de ça, on a attribué une deuxième note qui est la fréquence, c'est-à-dire à quelle fréquence ça arrive dans un cadre normal. Tout étant en situation contrôlée, là, c'est-à-dire on ne considère pas les événements extraordinaires comme le COVID. Ça aurait été quelque chose qui est difficile à prendre en compte. Donc, dans une production typique, la fréquence de génération de ce résidu-là, est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est occasionnel? Est-ce que c'est assez fréquent ou c'est plutôt systématique? En général, systématique, ça dénote qu'on a peut-être un petit problème de système, de notre système de fabrication, mais aussi systématique, c'est plus souvent des coproduits. Fait qu'on vous donne à la diapo suivante les 39 résidus, puis vous aurez accès aux 39 qu'on a décrits dans le guide. C'est juste que là, pour simplifier l'explication, on aurait répertorié juste leur numéro. Fait qu'on a placé nos 39 résidus répertoriés dans cet indicateur-là. C'est vraiment un outil visuel, c'est pour se dire où est-ce qu'on a l'effort à mettre. Fait que vous voyez à gauche, on a vraiment beaucoup de nos 39 résidus qui sont une fréquence rare. C'est-à-dire que c'est plutôt rare que ça va arriver. Par exemple, bris d'une poche de lait en poudre par un cariste. Là, je vous ai dit qu'on ne se préoccupait pas des causes, mais bris d'une poche de lait en entrepôt. Tu sais, c'est rare que ça arrive, ça affecte une toute petite partie du lot. Alors que vers la droite de notre graphique, ce qui est plus fréquent, ça devient là où on veut porter plus d'action. Puis en général, si c'est rare, c'est juste on va essayer de faire de la réduction à la source. Fait que je pointe seulement les exemples les plus flagrants. On a le fromage en grains frais invendu, c'est le fromage qui est vendu à température pièce, maximum 24 heures. Mais ça peut être une bonne partie des lots qui est affectée si j'ai un événement météo. Puis ça, les événements météo, ça arrive quand même assez souvent au Québec. Là, on va avoir les touristes qui se promènent dans nos fromageries, puis s'il pleut une semaine de temps, et si la production n'a pas été adaptée, mais on va générer beaucoup d'invendus. Autre exemple, ben, j'ai ici, c'est assez fréquent que j'ai des pertes au sol en usine, surtout quand j'ai de l'emballage manuel. Par contre, c'est assez faible comme volume. Si on a un volume très élevé de pertes au sol, peut-être regarder les pratiques des employés. Puis autre exemple, ben, systématiquement, on produit des fines quand on produit du fromage. Par contre, c'est par rapport à ce qu'on produit au total, c'est plutôt négligeable comme volume.
On pourrait aussi s'ajouter un autre paramètre pour faire un score plus global, c'est-à-dire avoir combiné plusieurs métriques pour avoir tout grader nos résidus en ordre croissant. C'est ce qu'on a fait ici, encore là, comme je dis, comme pour le secteur laitier au complet. Fait que là, vous voyez dans le graphique à gauche, c'est la répartition de tous les volumes de transformation laitière au Canada. Fait que là, si on regarde la plus grosse pointe, là, on est sur le fluide. Fait que 62% de la production laitière, c'est en fluide, mais en masse. Mais quand on corrige tous nos secteurs par rapport à la matière sèche, on a un portrait qui est un petit peu différent. Ce qui fait que le fromage devient, pardon, le fromage devient avec une importance pondérée plus grande. Puis c'est ça qu'on vous présente par la suite. C'est si on reprend le volume et la fréquence, puis on rajoute l'importance du secteur. Et vous voyez que on vous présente juste le haut de notre liste. Vous voyez que si on combine nos trois facteurs, ben, j'ai quelques résidus qui ressortent plus importants que les autres, notamment justement mon fromage en grains frais invendu parce que c'est systématique, parce que ça peut être un volume moyen et que c'est mon industrie d'importance ben, numéro un, entre guillemets, mais c'est juste en termes de pourcentage du secteur laitier au complet au Canada. De manière générale, vous voyez que le type de transformation qui est transformation fromagère, on en a beaucoup des résidus qui sont au-dessus. Encore là, c'est ma pondération du secteur et la fréquence qui fait qu'ils sont plus hauts. Mais vous voyez qu'on a aussi, après, les autres résidus qui viennent se classer quand même de manière assez serrée. Là, si vous regardez les marques que ça nous donne, après fluide, le produit fluide déclassé pour des raisons microbiologiques, ils vont arriver assez rapidement, à peu près à la même note par la suite. J'ai pas vu, je ne sais pas si on a des questions, Marie-Pierre, pendant cette première étape-là. Oui, il y avait une question dans le chat, là, mais tu viens de l'expliquer. Quelles sont les notes attribuées, rares, occasionnelles, etc. Tu viens de l'expliquer. Moi, je peux C'était là. revenir. Ben, puis là, c'est un système qu'on s'est doté vraiment pour se donner, je dirais, manière à parler sur du chiffré versus plus du qualitatif. Peut-être que par expérience, vous pouvez modifier ces scores-là. C'est nous, on a mis vraiment de 1 à 3, de 1 à 4 parce qu'on avait quatre valeurs. Mais peut-être que si on regarde la fréquence, peut-être que le systématique, il vaut 10 en fait. Puis mon occasionnel, puis mon fréquent, il vaut 5. Il y a un ajustement à faire. Ça, c'est un premier jet. Puis encore là, notre priorisation, c'est juste pour rapidement cibler où est notre premier champ d'intervention qui va avoir le plus d'impact. Si vous le savez déjà, c'est une étape qui va de soi. Peut-être que la priorisation, elle est déjà faite pour vous, puis vous n'avez pas besoin de le faire. Mais si vous êtes, je ne sais pas moi, responsable de l'amélioration continue de votre groupe, ben, peut-être qu'il y a plusieurs secteurs que vous avez à considérer en premier lieu. Je ne sais pas, on avait-tu une autre question, Marie-Pierre? Non, pas pour l'instant. Euh, Préfères-tu qu'on prenne un peu d'avance puis on continue ou on... oui, on peut continuer. Puis aussi, au fur et à mesure, les gens peuvent poser leurs questions à la prochaine pause aussi de questions. Parfait, parce que par exemple, je pense que je suis directement dans le temps qu'on avait prévu. On est arrivé aux questions à 13h50. Oui, oui, c'était parfait. Bon, ben écoute, si vous n'avez pas de questions, je vous en propose une. Fait qu'Hélène, on peut aller avec la troisième question pour amorcer l'étape numéro 3 de notre démarche en quête étape. Que faites-vous aujourd'hui avec vos résidus? Encore là, j'ai l'impression que vous allez être plusieurs à me dire ne s'applique pas dans ma situation, mais si vous voulez nous partager ce que vous faites, prenez le temps de répondre. Je vais présenter la diapositive pendant ce temps-là. Donc, on a énuméré nos résidus. On a priorisé notre meilleur levier, où est-ce qu'on a le plus gros impact. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, Puis vous avez certainement quelque chose aujourd'hui qui est votre choix numéro un de valorisation. Il est à vous. Euh, mais c'est certain qu'il existe d'autres opportunités. Est-ce qu'ils sont meilleurs? Est-ce qu'ils sont moins bonnes? Pour l'instant, c'est pas ça qui est important. C'est se faire une liste exhaustive de c'est quoi
c'est quoi nos opportunités, les opportunités qui sont devant nous. Instinctivement, nous, en tant que centre de recherche, on s'est évidemment retourné vers une revue de littérature, fait qu'on a tout ce qui est articles scientifiques, on a des thèses qui sont disponibles, mais vous avez aussi, évidemment, il y a ce que la compétition fait, ça peut être toujours intéressant. L'imitation, c'est la plus grande forme de flatterie. Peut-être qu'il y a quelque chose de bien qui se fait chez vos compétiteurs. Mais aussi la veille technologique. Puis en préparant la présentation, j'avais un bon exemple de ça, c'est que, tu sais, des fois, ça peut venir les solutions d'un nouveau type d'équipement. Puis je pensais à les micro-ondes sous vacuum, le micro-ondes sous vide, qui ont mené à la fabrication des types Moon Cheese, là. Fait que les collations qui sont cuites sous vide par micro-ondes, ça fait un snack croustillant, mais sans la cuisson vacuum micro-ondes, ça n'existerait pas ce produit-là. C'est totalement dépendant de ça. Sinon, on a aussi des brevets qui peuvent être intéressants. Quand il y a les brevets, il achèvent, ou sinon, c'est des brevets de type A, qui sont des applications, donc qui ne sont pas vraiment défendus. Puis, le plus important, je dirais, celui qui vous appartient le plus, puis c'est pour ça que je voulais mettre une flèche dessus, c'est vos archives internes. Je sais qu'on a quand même beaucoup de participants qui sont de l'industrie, mais de la grande industrie. Vous faites des projets, vous avez fait des projets dans le passé. Peut-être que vous, personnellement, vous n'étiez pas en poste quand ces recherches-là ont été faites, mais il y a une richesse d'informations généralement dans les industries laitières que on a fait ce projet-là déjà. Peut-être que ce n'était pas pertinent à l'époque, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est devenu. Le marché a changé, on a des nouvelles technos, le landscape est changé. Fait que je vous invite à regarder ce que vous avez fait dans le passé. Il y a certainement quelqu'un qui a laissé des traces de ça. Puis combiné à ces recherches-là, ben, les brainstorming, c'est assez dur à battre, le brainstorming. Puis encore là, je reviendrai avec le principe de pluridisciplinarité. Vous avez à l'interne certainement des équipes qui sont techniques, mais aussi des équipes qui sont pour ce qui est plus finance, et des gens de la production. Tout le monde a des bonnes idées. Fait que pour le brainstorming, peut-être respecter les règles qu'on appelle les règles de base. Fait que c'est ouverture, organisation, outils et pluridisciplinarité. Pour ce qui est de l'ouverture, ben c'est oui l'ouverture envers les idées des autres, mais ouverture vers les autres secteurs. Un exemple de ça, c'est que je ne sais pas qui l'a invité en premier, l'a invité, inventé en premier, mais les systèmes d'abonnement. Avant, les systèmes d'abonnement, on n'en avait pas beaucoup. Maintenant, on peut être abonné à tout. On peut avoir des rasoirs qui sont livrés chez nous à chaque semaine, mais c'est pas un secteur. Ben, si on s'était limité à un seul secteur, on n'aurait pas ces systèmes-là partout. Organisation, ben, c'est que ça peut vite devenir cacophonique, un brainstorming. Fait que peut-être juste de s'assurer de bien organiser ça, puis laisser des temps à chacune des périodes, puis finalement, ben, les outils, ben, des fois, on n'a peut-être pas l'équipe qui est habituée de faire des brainstorming. Fait que peut-être il y a des outils comme des canevas en ligne, là, style Mural ou Miro, où ce que les gens peuvent s'exprimer un peu derrière leur écran. Fait que ça laisse un petit peu d'anonymité. Euh, Puis je vous donne juste un exemple parce que dans tous nos projets de valorisation, j'essaie d'avoir un exemple plutôt farfelu qui va devenir comme le benchmark de jusqu'où on peut aller. Mais c'est nous, dans ce cas-ci, dans le plutôt farfelu, on disait toujours à la blague, le rouge à lèvres à partir de gras laitiers valorisés. Mais tu sais, c'est vrai que c'est farfelu, mais en même temps, quand on regarde la composition d'un rouge à lèvres, ça prend des acides gras lauriques, myristiques, stéariques. C'est des choses qui sont dans notre gras laitier. Fait que avec beaucoup d'efforts, c'est quelque chose qui se peut. Fait qu'on garde l'esprit ouvert, on coupera plus tard si on a trop d'idées. Je pense que je n'étais pas revenu sur les questions à ce quiz-là. Donc, que faites-vous avec vos résidus ne s'applique pas. OK. Fait qu'on a beaucoup d'alimentation humaine, animale. Ah, quand même, pas mal. Je pense que ça fait deux réponses, peut-être deux ou trois réponses, extraction de composés. Intéressant, intéressant. Vous allez voir qu'on vous en présente à la prochaine. Fait que nous, comment qu'on l'a fait, c'est surtout révision articles de littérature. Euh, Dans notre recherche, on a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais comme on vous présentait en début de la séance aujourd'hui, ce qu'on s'est rapidement rendu compte, c'est que des études qui ont été faites sur les résidus qui ne sont pas lactosérum, qui ne sont pas perméa de lait, qui ne sont pas du babeur, il n'y a pas énormément d'articles. Après, je vous dirais que ce chiffre-là, c'est juste qu'il est arrondi, là, mais après avoir consulté un peu plus de 1500 articles scientifiques, on a retenu finalement peut-être juste une douzaine comme étant des exemples
à la fois spécifique puis à la fois pertinent de valorisation de résidus. Puis je donne en tableau juste le petit exemple pour ce qu'on considère pertinent, non spécifique, mais tu sais, des fois, c'est un sujet qui est pertinent pour la valorisation. Par exemple, tout ce qui se fait en biométhanisation, mais souvent, ce ne sera pas spécifique à ce qu'on fait dans les produits laitiers. Donc, tu sais, ça va être des paramètres d'utilisation des biofermenteurs, des biométhaniseurs qui sont pour du générique. Autre chose, on a quand même une certaine chance dans le secteur laitier, c'est qu'on a beaucoup d'articles qui vont très profondément dans des sujets assez spécifiques. Puis c'est le cas notamment de tout ce qui est métagénomique. Fait on a beaucoup d'articles qui nous en parlent, mais est-ce que c'est pertinent pour ma valorisation des résidus? Peut-être à un niveau très, très, très précis, là, mais pour faire du général, de valoriser nos résidus, c'est un peu trop. Là, c'est comme trop spécifique. Donc, ça devient un peu moins pertinent. Puis, on a mis dans non spécifique tout ce qui était justement ce qui touchait pas ce produit-là, ce projet-là, c'est-à-dire le, les coproduits, fait que le lactosérum, babeur, lait écrémé, perméa. Donc, tous nos articles interprétés, on s'est créé une liste un peu de sujets. Puis dans notre liste de sujets, on leur a mis plusieurs niveaux, là, mais c'était vraiment juste pour nous aider à faire un tri. Euh, et encore là, je veux juste le ramener. Vous allez avoir accès à un peu justement toutes ces catégories-là d'applications avec des exemples dans le guide, mais c'est ça. Après nos recherches et nos brainstorming, on a tout catégorisé ça en principalement quatre catégories. Fait que c'est-à-dire alimentation humaine, puis là-dedans, on a des trucs aussi banals que revente et retravail, mais des fois, oui, c'est banal, mais c'est là où c'est le plus intéressant de travailler. Fait que c'est quand même digne de mention. Donc, on vous laisse des exemples aussi de ça. Sinon, la catégorie alimentation animale. On a aussi la catégorie extraction et conversion de composés. C'est pour ça qu'on vous posait la question. Fait que dans ces catégories-là, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Puis la dernière, ben, probablement celle avec le moins de valeur ajoutée, mais parfois on n'a pas trop le choix quand on a beaucoup de contamination microbienne, par exemple, où c'est expiré, puis il y a trop de risques ou il y a trop de dégradation organoleptique pour l'utiliser. Fait qu'on a la catégorie amendement de ça. Est-ce que j'avais des exemples à vous donner? Ouais, voilà. Donc, nos catégories, puis surtout nos segments dans les catégories, on a fait un peu le même travail que pour les résidus. Donc, il y a des cartes qui sont présentées pour chacun des segments. Et évidemment, ce sont des exemples pour, encore là, toute l'industrie, mais vous allez pouvoir déjà partir à partir de ces exemples-là et dire, hey, moi, j'ai ce résidu-là, ce résidu-là, ce résidu-là qui est disponible chez nous. Fait que peut-être que cette opportunité-là est intéressante pour moi. Euh, donc, quand on a préparé ces cartes-là, le plus important, le takeaway message de ces cartes-là, c'est quand on les prépare, ça nous permet comme de catégoriser nos idées puis d'identifier est-ce que c'est quelque chose qui est pour moi? Est-ce que j'ai beaucoup d'enjeux pour la mise en œuvre de ça? Est-ce que c'est quoi les défis? Et surtout, c'est quoi qui est requis? C'est-à-dire, j'ai sûrement des opportunités de valorisation que j'ai besoin de beaucoup de protéines, beaucoup de gras. Puis à l'inverse, pas de lactose. Puis c'est un peu l'exemple que vous avez ici pour les animaux domestiques. Ben peut-être que ça disqualifie la plupart de mes résidus. Fait qu'on va faire ce travail-là de caractériser, de catégoriser toutes mes opportunités de valorisation. Puis on peut croiser ça avec nos résidus. Et que ça nous permet de ressortir, hey, il y a des fits entre certains trucs. Puis juste pour l'anecdote, parce que j'ai l'exemple à niveau domestique devant moi, dans notre travail, on a aussi cherché à trouver des repreneurs. Fait que ça faisait partie un peu du projet. Puis on s'est buté quand même animaux domestiques. On pensait il y aurait un bon fit parce que, je sais pas pour vous, mais je pense que des fois, on donne aux chiens des résidus de fromage ou des restants, puis ils aiment bien ça. Mais on a parlé à deux manufacturiers d'aliments pour les animaux, puis un nous a dit qu'il prenait absolument aucun produit des ruminants. Fait que, tu sais, dans cette étape-là déjà de mettre en œuvre nos actions, on a peut-être des limites qui sont par les repreneurs aussi. Fait que de caractériser ça à ce moment-là, c'est intéressant.
On arrive dans le vif, là, on arrive à l'action. Fait que si je fais juste un rappel des étapes, d'abord, on a énuméré nos résidus, puis un légèrement caractérisé, c'est-à-dire on y va de manière pratico-pratique, qu'est-ce qu'on a là-dedans. On a priorisé où est-ce qu'on avait le plus gros impact, puis on a déterminé qu'on avait plusieurs opportunités de valorisation qui étaient devant nous. Et maintenant, on passe à l'action. Dans ces opportunités-là, lesquelles qui nous intéressent, lesquelles qui sont un bon fit avec mon entreprise? Peut-être qu'il va y avoir, vous allez une décision d'entreprise que moi, ça m'intéresse moins de travailler avec un fabricant de nourriture animale. C'est correct. C'est juste à choisir quel scénario qu'on va prioriser. Puis nous, on l'a fait, on a fait l'exercice, mais on vous présente trois exemples qui pour nous sont intéressants. Mais peut-être que pour vous, ça va être différent. C'est juste là, on regarde vraiment la démarche. Euh, je sais que je pense que je suis passé rapidement là-dessus tantôt. Euh, En général, on veut une solution qui règle tous nos problèmes d'un coup. Je dirais qu'en valorisation, c'est rarement le cas. On cherche une pluralité de solutions pour prendre la totalité de nos résidus. Pour l'analyse qu'on vous présente là, on a fait comme si ça allait dans seulement un type de valorisation. Mais en général, on va mettre en œuvre plusieurs scénarios pour valoriser la totalité. J'ai une question pour vous. Je pense que c'est la dernière. Il me semble que c'est la dernière question. Donc, question 4. Quels éléments pourraient vous aider à prendre une décision du meilleur scénario pour votre entreprise? Celle-là, je pense que je vais vous la laisser répondre avant de passer à la suite parce qu'on tombe dans l'analyse. Peut-être un petit 10 secondes. Allons-y avec les réponses. Ça bouge encore, Oh, Charles. OK, OK. Pas de OK? problème. Je suis patient. Quelques secondes. Bon, là, c'est stable. OK, un peu de tout, hein? Un peu de tout. Le plus important, effectivement, c'est souvent le revenu généré. Si ça nous coûte plus cher à valoriser, peut-être qu'on n'ira pas de l'avant. Je pense que ça rejoint un petit peu le point investissement initial en équipement. Intéressant. Vous allez voir, on a un peu de tout ça par la suite. Euh, dans ce projet-là, on est allé surtout une évaluation en trois facteurs, mais il y en a plusieurs autres. Il y en a qui sont plus importants, il y en a qui sont moins importants. On les met à peu près au même niveau là, dans le cas de notre projet. Fait que dans le technique, on pourrait avoir tout ce qui est équipement, main-d'œuvre disponible, espace disponible. Est-ce que j'ai ce qu'il faut aussi pour gérer les résidus à l'interne? C'est vraiment tout ce qui a trait à la faisabilité. Puis on s'est demandé aussi si on mettait dans la technique, on peut rajouter tout ce qui est légal ou sinon c'est un facteur qui est séparé. Euh, dans le légal, il y a des choses en fait que juste par règlement, c'est pas possible de faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Au niveau économique, ben, c'est évidemment si je mets de quoi en œuvre, combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Si on est dans le rouge, probablement qu'on n'ira pas de l'avant, c'est assez clair, sauf si on a vraiment une mission sociale. Au niveau environnemental, vous allez avoir la dernière partie de la présentation est vraiment spécifique à ça. Vous allez avoir une vue là-dessus, mais c'est tout ce qui est empreinte carbone, les GES, l'utilisation de l'eau. Il peut y avoir aussi des pénalités qui concernent votre entreprise au niveau environnemental. Euh, Puis ce que j'ai mis dans haut, ben, c'en est un qui est quand même important parce que on peut faire notre évaluation, oui, puis on peut trouver que c'est intelligent, c'est une bonne réponse au niveau technique, au niveau économique, au niveau environnemental aussi, mais est-ce que j'ai un marché pour ça? Puis s'il y en a un, ben, est-ce qu'il est à prendre ou j'ai des joueurs qui sont implantés là depuis longtemps, puis un prix qui est tellement peu élastique au niveau des consommateurs que c'est une option qui aurait pu être intéressante, mais la place n'est pas à prendre. Puis évidemment, idéalement, on voudrait un croisement de deux de ces bulles-là, même les trois. Mais chasser une licorne, si c'est trop long, vaut mieux passer à l'action qu'on en ait au moins deux sur trois. euh, puis pour passer à l'action, finalement. C'est ça, en fait, c'est notre étape action, là. Je vais vous entraîner vers là.
Fait que si on reprend notre exemple, vous avez vu nos 39 résidus, on a priorisé en fonction de notre système. Le volume il est de faible à élevé en raison de causes externes qui sont notamment la météo, la conservation très courte, le consommateur qui veut un squick squick. Parce que même si on se dit, ben, je vais seulement les réfrigérer puis je vais le vendre quand même, pas tout à fait, là, on n'est plus dans le même produit. Les consommateurs vont dire, ah, c'est quoi, j'ai plus les propriétés organoleptiques que je recherche. Euh, Encore là, je l'ai remis, mais parce on avait déterminé qu'il y avait un impact sectoriel élevé. Dans notre exploration, on avait plusieurs pistes, mais on avait plusieurs opportunités plutôt, mais on a retenu trois scénarios pour réaliser nos études de cas. On avait notamment le premier scénario, qui est un scénario pour lequel j'émettrai plusieurs réserves, qui est dans un type de valorisation de retravail, c'est-à-dire de prendre le grain avant qu'il ait atteint 24 heures, puis de le presser en bloc. On établit un processus en plusieurs étapes, puis là, c'était pour faire notre évaluation à la fois technique, économique puis environnemental. Fait que vous allez voir ces petits graphiques-là sont très petits, mais encore une fois, vous avez accès plus tard dans le guide. Fait que c'est pour lister nos intrants d'énergie, puis nos extrants qu'il peut y avoir de ce procédé-là. Dans ce cas-ci, on prévoyait le pressage. Les avantages de ça, bien évidemment, c'est que en général, les fromageries ont déjà des presses, donc c'est peu d'investissement. La main-d'œuvre en fromagerie est déjà qualifiée. Ce n'est pas un procédé extraordinaire, même si j'ai des précautions à prendre. Mais là, si c'est facile à mettre en œuvre, on a quand même plusieurs réserves, plusieurs inconvénients qui feraient qu'au niveau technique, c'est quand même compliqué à mettre en œuvre, même si vous verrez plus tard que peut-être un petit intérêt économique et environnemental. Mais d'abord, c'est le fameux 24 heures à température pièce. Mais ça, ce 24 heures-là inclut l'étape de pressage. Donc, si on va rechercher le fromage dans un point de vente, même là, on ne peut plus parce qu'on a dépassé notre 24 heures, mais aussi notre produit est exposé aux intempéries, mais je veux dire aux consommateurs ou les gens qui taponnent le produit, ou on ne sait pas quel a été le contrôle de température dans le point de vente. Fait qu'en fait, la seule manière de faire du pressage de grains avant qu'il atteigne 24 heures, c'est si c'était dans notre magasin d'usine. Donc, ça limite pas mal les volumes, mais c'est surtout si on n'a pas de magasin d'usine, puis en fait, tout notre fromage en grains, il est pour la vente dans les dépanneurs ou dans les épiceries. Puis, autre chose technique, c'est un petit problème de fusion possible, mais ça, on pourrait mettre en œuvre un projet pour déterminer, hey, le grain, une fois qu'il y a 22 heures, voici les paramètres, telle température, telle pression. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est pas le point le plus problématique. Fait que c'est un peu ça aussi, là, comme j'ai mon fromage a quitté mon réseau qui est sous mon contrôle, si j'ai pas d'étape létale non plus, je garde toute ma contamination accumulée dans ce fromage-là. Le scénario numéro 2, je pense que beaucoup le connaissent déjà. On voulait en mettre un qui est pas mal la solution que la plupart utilisent pour leur fromage invendu. Ici, là, la petite différence là, par rapport au schéma précédent que vous avez vu, c'est que c'est prévu de faire trois batchs. Euh, un petit détail moi, je reviens une deuxième fois en arrière. On a fait l'analyse des scénarios pour une fromagerie qui a 150 kilos à valoriser. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ben, incluant la fin de semaine généralement, il y a 150 kilos de fromage en grains à valoriser. Et que là, dans ce cas-ci, on a un processus en trois batchs de 50. Vous avez vu le précédent, on l'a calculé d'un coup, mais en fait, le fromage pressé, c'est plutôt facile. Fait que le scénario fondu, puis on a fait un choix éditorial ici, c'est que oui, c'est possible, puis la plupart des industriels le font, vont vendre leur fromage qui est expiré, entre guillemets, pour qu'il soit fondu par un tiers. Mais là, ici, pour faire l'évaluation complète, puis rapatrier un peu le savoir-faire dans nos fromageries, mais on a fait comme si la fromagerie s'équipait. Puis vous pourriez penser que c'est absolument impossible, mais je pense qu'il y aurait quelque chose, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Dans le terme des avantages, bien évidemment, il y a le traitement thermique qui est équivalent, même supérieur à de la pasteurisation. Donc,
Si j'ai un doute sur l'innocuité, ben, il y a un kill step en bon québécois qui va nous assurer qu'on a un produit qui est sécuritaire et stable. Euh, Puis peu importe ce qu'on a fait, une fois qu'on a récupéré le fromage, qu'il soit réfrigéré, qu'il soit congelé, c'est applicable. Parce que le fromage, comme vous le voyez dans le process, là, on a, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais on a le fromage en grains, oui, mais on a beaucoup d'autres intrants qui viennent stabiliser mon fromage fondu qui va être le produit final. Inconvénient, évidemment, des investissements importants en équipement. Puis aussi, ça va me prendre l'espace d'entreposage et d'installation des équipements, mais pas que. Je peux les installer, oui, mais je peux aussi les opérer. Et en plus de ça, si j'ai plus d'emballage, tout ça, fait que j'ai peut-être aussi une autre salle de déchets à faire. Fait que c'est quand même installer quelque chose de nouveau, ça revient avec plusieurs défis quand même. Troisième scénario, celui qui est je dirais le plus extravagant, c'est de prendre nos retours de fromage en grains vendus, puis de fractionner pour aller chercher les composantes presque individuelles. Ça veut dire, dans ce cas-ci, on aurait une matière grasse laitière, puis une protéine dégraissée à sécher, puis à utiliser telle quelle. Donc là, oui, les inconvénients, c'est que j'ai encore des investissements importants en équipement. J'ai de l'espace d'entreposage puis d'installation des équipements comme l'autre aussi, mais ce qui est pas, qui est sous-entendu, c'est que j'ai quand même beaucoup de travail R&D à mettre de l'avant. Ça, c'est comme une valeur qui est difficile à chiffrer quand on fait cette évaluation-là. On ne l'a pas pris en compte, mais c'est quand même à réfléchir. Euh, les avantages ressemblent un peu au fromage fondu. Puis un avantage supplémentaire, mais c'est que ça permet de générer deux produits plutôt qu'un. Fait que là, précédemment, ce qu'on vous présentait, c'était plus rapidement des avantages, inconvénients. Fait que le niveau technique, pratico-pratique, mais on a fait aussi une évaluation économique préliminaire de ces scénarios-là. Puis les diapositives qui suivent, là, je dirais, les quatre ou cinq qui suivent, c'est surtout vous présenter, quand on a fait nos calculs, les hypothèses sont basées sur quoi. Mais encore une fois, vous pourrez voir, si le détail vous intéresse, vous pourrez voir euh, où est-ce qu'on tire nos données plus précisément dans le guide. Fait que l'objectif principal, c'est ça, c'est de comparer nos trois scénarios, puis de sortir les bénéfices et les coûts de chacun pour prendre une décision rapide. Puis encore là, c'est vraiment basé sur les hypothèses d'aujourd'hui. Si demain, je ne sais pas, moi, il y a une hausse d'Hydro-Québec, ce sera à revoir. Ou si demain, j'ai encore une hausse des tarifs, puis tout ce qui est acier coûte plus cher, ben, mes équipements, les soumissions qu'on a sont à revoir. Euh, Fait que, OK, j'avais ici ce que je suis revenu tantôt, là. Nos scénarios sont basés sur une récupération de 150 kilos par semaine. Donc, dans nos intrants, notre fromage invendu, on lui a quand même accordé une valeur, c'est-à-dire qu'on l'achète à notre système, fait que c'est-à-dire 2 par kilo, un peu comme si vous le vendiez finalement. Les équipements, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des idées des équipements qui sont nécessaires parce qu'on les a achetés soit ici au CDBQ, on a aidé des clients à en acheter, ou on a obtenu des soumissions. On a mis une liste d'équipements qui sont des coûts qui sont associés aux trois scénarios à mettre en œuvre. Puis ce qu'on a déterminé, c'est que, par exemple, la presse à fromage, vous en avez certainement une en industrie, donc le coût est à zéro. Fait que c'est vraiment les acquisitions qu'on considère nouvelles par rapport à ce que serait une fromagerie typique. Puis les investissements, ils ont été amortis sur 5 ans pour le calcul. Je pense que j'arrive dans les temps encore là. Je vais juste passer rapidement. Les estimations des coûts, pour tout ce qui est de la main-d'œuvre, ben, on était à la bonne place, je dirais. On avait le CEF qui pouvait nous appuyer. En industrie, c'est quoi un peu les salaires à prévoir pour notre main-d'œuvre, ainsi que les temps associés aux étapes. Donc, on a des coûts main-d'œuvre qui sont tels quels, là, avec incluant les avantages sociaux. On a ajouté la consommation énergétique pour une usine qui correspondait à le type d'usine qui a 150 kilos à valoriser, donc si nous met dans le tarif M d'Hydro-Québec. On a d'autres frais aussi qui sont, par exemple, frais de transport et logistique, les frais de distribution, fait que ça, c'est nos épiceries, c'est nos dépanneurs, c'est notre point de vente. Puis il y a un frais supplémentaire, il y a un tarif de puissance d'Hydro-Québec qui est en plus de la consommation.
qui sont pris en compte. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est comme je vous le disais, tu sais, tout ce qui est frais de R&D. C'est vrai que pour presser un bloc, presser des grains en bloc, probablement que la R&D, ce ne sera pas 100 000, hein, on est d'accord. Mais pour faire de l'extraction de composés très, très spécifiques ou très, très poussés, par exemple, on vise un débouché en pharmaceutique, probablement que ça va être un plus gros investissement. Frais de démarrage, ça se peut que ce soit déjà couvert, là, tout ce qui est constitution d'entreprise, études de marché, trouver un nouveau nom d'un nouveau produit ou de marque, tout ce qui est associé avec le démarrage. Puis le frais de lancement sur le marché, ben, qu'est-ce que je vais faire en marketing par la suite une fois que j'ai mon produit. Si on a des dépenses, ça nous prend à un moment donné des revenus. On est allé avec les prix retail, mais comme on a inclus les frais de distribution, c'est correct de le faire comme ça. Fait que dans nos exemples, nos cibles, on a pris le petit crémeux de Boivin. C'est justement qui est fait avec leur propre fromage. Fait que ça faisait un beau modèle. Sinon, un bloc affiné qu'on a pris, encore là, on prend un prix compétiteur parce que si on a quelque chose qui est beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher, ça nous donne une vision qui est biaisée. Puis pour nos deux ingrédients fractionnés, on avait un exemple de matière grasse anhydre, puis un exemple de poudre de fromage séché, dégraissé. Et ça, c'est pour ce qui est de nos revenus générés. Puis encore là, vous aurez accès aux chiffres, mais si on regarde uniquement la dernière ligne, vous voyez que le pressage, je suis capable de générer quand même, si c'est une application qui était permise, qui était facile au niveau réglementaire, j'ai quand même, je génère des bons revenus avec un produit que j'appelle résidu depuis le début de cette présentation-là. Puis nos deux autres cas, là, tout ce qui est fromage fondu et fractionnement, c'est sûr que j'ai des revenus par kilo qui sont inférieurs, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on achète beaucoup d'équipements. Donc, ça réduit notre revenu. Je sais que il y a des prix qui circulent, là, combien ça vous rapporte de vendre votre fromage en grains à quelqu'un qui fait du fondu. Vous pouvez regarder la valeur qu'on a ici, là, 3,40. Est-ce que c'est une valeur pour vous qui est intéressante de penser vers votre équipement? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est suffisant? On vous laisse regarder ça. Nous, on trouvait que ça donnait quelque chose de franchement intéressant pour. On s'attendait en fait à faire ce calcul-là puis dire, hey, il y a peut-être scénario un, 2 ou 3, il y en a peut-être un là-dedans qui va être déficitaire, mais finalement, si on est prêt à mettre l'effort comme il faut, il y a de l'argent à aller chercher. Puis oui, il y a l'argent, mais il y a une partie environnementale qui va être dans votre prochaine partie. La prochaine partie va être donnée par Serena, mais d'ici là, est-ce que cette deuxième partie-là a suscité chez vous des nouvelles questions, Marie-Pierre? Oui, il y a une question supplémentaire dans le chat. C'est pour le scénario 1, on parle d'un maximum de 24 heures à température ambiante. Pour le second scénario, fondu, il y aurait-il une plage de temps au-delà de laquelle un produit laissé à température ambiante ne devrait plus être réutilisé? C'est sûr qu'au niveau valeur, on ne vous dira pas que laissez-les une semaine à température pièce. Techniquement, si on récupère le fromage invendu, il faut qu'il soit récupéré dans un transport réfrigéré. Une fois qu'on a dépassé 24 heures, je ne peux pas vous dire autrement, même si on sait que le fondu, il y en a qui vont le chauffer à température de stérilisation. C'est une récupération réfrigérée après 24 heures. Je ne devrais pas vous dire autre chose. Exactement. S'il y a d'autres personnes, vous pouvez lever votre main et aussi poser votre question si vous en avez. Je vois pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Bon, on pourrait y aller. Si Serena, tu veux, je t'accompagne. Là. Comme on avait dit, je fais avancer la diapo. Oui, je suis prête. Vous m'entendez bien? Bon, Toujours bien? Oui. Oui. un peu d'écho, mais on t'entend bien. Alors oui, donc Charles, il vous a parlé des aspects techniques, économiques à travers la présentation. On s'est dit, ah ben, revaloriser les résidus, qu'est-ce que ça donne si on prend la loupe impact environnemental?
Et pourquoi on parle de ça? Parce que ben, chaque procédé, ça a des conséquences, même si elles sont invisibles à l'œil nu, et tout a un impact finalement environnemental, toute activité, même celle qu'on ne réalise pas à la fromagerie en amont de ce qui a des activités de la fromagerie. Il y a des impacts qui arrivent avec la production laitière. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour faire les bons choix. Et donc, l'enjeu, il y a les aspects techniques, c'est pas seulement de faire marcher un procédé, mais comprendre comment, à quel prix environnemental il fonctionne aussi. Je peux changer, Charles? Donc, ben, il y a pour évaluer ces aspects-là, il y a plusieurs moyens possibles. On utilise la plupart du temps, c'est l'approche analyse de cycle de vie, donc qui est une référence scientifique pour ce type d'exercice d'étude d'impact environnemental lorsqu'on regarde des produits ou des systèmes, les émissions d'un système ou d'un produit. Donc, c'est une méthode normalisée. La base de comparaison, c'est un mot une expression que je vais réutiliser, donc peut-être à retenir. On utilise une unité commune donc pour comparer des scénarios qu'on appelle l'unité fonctionnelle et qui définit ce qu'on mesure pour que les scénarios soient comparés sur la même base. Donc, pour vraiment comparer des pommes avec des pommes. Ensuite, bah, donc c'est ça. Donc, l'analyse de cycle de vie, ça va prendre en compte toutes les émissions, toutes les activités liées à la réalisation d'un produit ou d'un service. Donc, produire un fromage ou valoriser un fromage. Donc de la production des intrants jusqu'à généralement la fin de vie du produit, les déchets, donc l'utilisation aussi, les déchets, la collecte et la fin de vie des déchets produits. On peut aussi, selon les besoins, prendre une intervalle qui va plus de la production des intrants à l'apport de l'usine. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut aussi, pourquoi on fait l'exercice et qu'est-ce qu'on regarde. Donc, une analyse de cycle de vie, typiquement, ça fait un inventaire de tous les éléments entrants et sortants d'un système. Donc, toutes les input-output, pour utiliser des mots anglais. Et donc, on va regarder, c'est ça, tout ce qui rentre et tout ce qui sort pour faire un bilan des émissions de cette activité. Donc, ben, d'abord, regardons, si on regarde l'impact des produits laitiers, c'est quoi? Donc là, c'est des chiffres bon, qui datent d'une étude qui est pas récente, mais qui sont encore à l'ordre du jour, à peu de choses près. Donc, l'impact de produire 1 kilo de lait. Donc là, vous avez les unités, on calcule souvent les émissions en kilos d'équivalent CO2. Donc tous les gaz à effet de serre sont combinés, sont rapportés à un équivalent CO2 pour une meilleure compréhension des résultats. Donc, donc là, on a les émissions par kilo de produits laitiers réalisés. Donc pour le lait, on a à peu près 1 kilo de CO2 d'équivalent CO2. Et ensuite, on peut voir que pour tous les autres produits laitiers, en fait, l'impact va aller en montant. Et c'est vraiment relié à la quantité de lait investi dans les procédés. Donc, plus un produit, comme là, on regarde le fromage, par exemple, c'est en moyenne, ça dépend vraiment c'est une moyenne, donc qui prend en compte les fromages plus frais et les fromages affinés. Plus il y a de lait impliqué dans le procédé et dans la production, donc plus l'impact va être élevé. Donc, notamment là, on voit le fromage et le beurre, ça peut être des impacts qui sont assez élevés. C'est quelque chose que je vous demande de garder en tête pour la suite. Donc voilà, tu peux passer, Charles. Donc on voit quand même, donc c'est ça, les produits laitiers, ils ont un impact environnemental assez élevé et cet impact-là est vraiment lié à l'impact de la production laitière en elle-même. Donc, avant même que ça arrive à une fromagerie, tout ce qui est l'élevage, les activités agricoles, etc., émettent pas mal d'émissions pas mal de gaz à effet de serre. Et donc, principalement, donc c'est une étude on vous montre la distribution des gaz à effet de serre donc dans le cycle de vie d'un fromage à pâte semi-ferme. Donc, on voit que pour un total de 8 kilos d'équivalent CO2 par kilo de produit, c'est 90% des émissions qui proviennent de la production de lait, donc avant même d'arriver à la fromagerie. Ensuite, on va avoir des impacts
dans une moindre mesure liées à la transformation, donc tout ce qui va être chauffage, électricité, etc. Les impacts liés à l'emballage, finalement, ils sont pas si élevés que ça comparativement à l'ensemble du cycle de vie du produit, notamment parce que ben, souvent le poids de l'emballage pour un fromage, etc., c'est assez léger. Donc, au niveau masse, donc ça se reflète sur le total. Tu peux passer, Charles, oui. Donc là, va reprendre ce qu'on a essayé de faire un peu dans le cadre de ce projet-là. C'était de voir, OK, donc on sait que la production de produits laitiers, ça émet pas mal de gaz à effet de serre. Le but, c'est d'éviter de gaspiller un produit qui a une forte empreinte carbone. Donc, chaque kilogramme de fromage sauvé, ça représente des émissions déjà investies qu'on ne veut pas perdre. Donc, on a regardé les 3 scénarios dont Charles a déjà parlé plus tôt. Et la question, c'était voir un peu quelle option valorise avec le moins d'impact 1 kg d'invendu. Donc là, alors attention, l'unité fonctionnelle, là, dans le cas théorique, très théorique que je vais vous présenter, c'était on réalise la fonction valoriser 1 kg de fromage en grains invendu. On va pas comparer des produits, car les produits sont très différents. En analyse de cycle de vie, on regarde des choses en général qui remplissent la même fonction, qui ont des durées de vie similaires, etc. Là, c'est pas le cas parce qu'on fait des produits qui ont qui sont pas destinés au même usage, qui n'ont pas la même durée de vie. Donc, on va vraiment se concentrer sur les impacts du procédé jusqu'à la porte de l'usine, en fait, pour évaluer ça. Je passe à la diapo suivante, merci. Donc, c'est ça. Donc, je vous ai déjà parlé un peu de ça. Donc, les limites du cas que je vous présente, c'est que ça a été fait sur des hypothèses. Donc, on n'a pas de données d'usine. C'est des données, les données qui ont permis de faire les calculs de générer les résultats que je vais vous montrer. Ils proviennent d'inventaires, de valeurs génériques, moyennes, globales un peu. Il y a des bases de données comme EcoInvent ou de la littérature scientifique qui permettent d'obtenir ces données-là. Donc, sur la production de fromage, les mix énergétiques, etc. Les résultats, c'est des ordres de grandeur. Donc, prêtez pas forcément attention aux valeurs absolues. Ce qu'on va regarder, c'est plus l'impact relatif des scénarios entre eux. Là aussi, comme encore une fois, je le précise, le périmètre est limité à la porte de la fromagerie. Vu qu'on n'était pas dans un cas, on est dans un cas assez théorique, on n'a pas regardé la distribution, l'utilisation de la fin de vie aussi parce qu'on compare des produits très différents. Donc c'est vraiment, on s'est concentré sur les étapes maîtrisées par les fromageries. Les produits finaux aussi, c'est ça, je l'ai dit, sont pas équivalents. Et on a fait des hypothèses. Donc je passe à la suite. Donc les calculs d'impact aussi, ça je vais vous glisser un petit mot, on va passer rapidement pour y regarder par la suite. Quand on parle de calcul d'impact, en fait, on regarde tous les émissions du système produit. Ces émissions-là, ils sont agrégées dans des facteurs, des catégories d'impact. Donc il y a notamment le potentiel de réchauffement global, GPW 100. Donc ça, c'est des émissions qu'on appelle midpoint. Et aussi, au final, ce qu'on veut regarder ultimement à la fin, on agrège encore une fois ces impacts intermédiaires en impacts finaux, qui sont les impacts sur la santé humaine, les écosystèmes, donc qui agrègent encore une fois les impacts intermédiaires. Et c'est ça qu'on regarde pour évaluer l'empreinte d'un produit et comparer des scénarios. On va passer. Donc là, pour les impacts intermédiaires et les gaz à effet de serre, on voit que la valorisation, ça ajoute des impacts, c'est sûr, parce qu'on fait une activité, mais il reste faible comparativement à l'impact d'un fromage frais, et notamment le cheddar, qui peut être assez élevé. Surtout lorsque je regarde, par exemple, le scénario 1 et 3, où on parle de la production on parle de valoriser 1 kilo de fromage invendu en bloc de fromage. Là, encore une fois, rappelez-vous, l'unité fonctionnelle, c'est valoriser 1 kilo de fromage invendu. C'est ça qu'on regarde. Euh, donc, en fait, pourquoi on voit ces différences-là dans les scénarios qu'on a élaborés, pour valoriser un kilo d'invendu en bloc de fromage ou les séparer, on n'a pas impliqué de nouveaux intrants laitiers comparativement au fromage fondu. Il y a les invendus de fromage, c'est vrai, mais aussi il y avait peut-être des additifs, des sels de fonte, il y avait du beurre aussi dans la formulation théorique qu'on a utilisée pour calculer ces impacts.
On a vu que le beurre, c'était un produit qui avait un impact assez élevé. Donc en fait, on voit qu'au niveau des émissions, il y a un scénario qui met plus que d'autres, mais parce que en fait, il est très lié au fait qu'on ajoute des intrants laitiers nouveaux qui sont pas déjà dans la fromagerie générés par la production de notre produit. Tu peux passer. Pour les impacts finaux également, on retrouve exactement les mêmes tendances. Le fromage fondu, par le fait qu'on apporte de nouveaux intrants laitiers, il va avoir des émissions supérieures, des impacts supérieurs dans toutes les catégories qu'on a regardées. Euh, donc en fait, c'est ça. Donc Charles, tu peux passer à la diapo suivante. Lorsqu'on regarde les impacts environnementaux dans une fromagerie et liés à la valorisation des résidus de fromagerie, des résidus coproduits, les matières premières, ça domine largement l'empreinte environnementale. C'est pas le cas dans tous les secteurs alimentaires, mais là, pour les produits laitiers, c'est le cas. Donc, il faut absolument pas perdre de lait, ce que vous essayez déjà de faire. Mais même lorsqu'on valorise, il faut garder en tête qu'on veut pas perdre les intrants laitiers. Et si on veut être éviter de rajouter aussi des impacts lorsqu'on fait de valorisation, on essaye de réduire, de réintroduire des produits vierges dans le système. Bon, les données que je vous ai présentées, c'est des ordres de grandeur parce que les inventaires sont vraiment génériques, c'est des moyennes globales. Il y a aussi d'autres critères qui peuvent rentrer en compte. C'est bon, les capacités techniques, on en a parlé, les rendements et l'adéquation du marché et de la valeur du produit final. En fait, le but, on va revaloriser un produit, oui, c'est bien. Est-ce que ce produit-là aussi, j'ai pas des risques de le perdre? Donc, faut avoir une adéquation entre ce qu'on va valoriser, ce qu'on va produire à la fin de la valorisation et le marché pour pas, mettons, si je fais du fromage fondu, mais finalement, c'est pour le reperdre, c'est moins intéressant lorsqu'on va regarder à ce moment-là. Donc, tu peux. Mais merci, Serena. En fait, c'était ta dernière. Ah oui. Tu sais, je vois qu'on arrive, on arrive rapidement à la conclusion. On a gagné 2 fois quasiment 10 minutes de toute manière. Je Mhm. pense que tout le monde va être bien heureux que je vous libère plus rapidement. Et Mhm. si je fais un grand rappel là, pour le message à ramener à la maison, on vous propose une démarche en 4 étapes relativement simple, même s'il y a quand même beaucoup de travail derrière ça. Euh, énumération, priorisation, exploration, nous qu'on a mis l'essentiel du temps en exploration, puis action, effectivement. En action, pour le rappel, on choisit ce qu'on veut évaluer, on réalise nos évaluations selon nos critères qui sont propres à l'entreprise. Puis on passe à l'action, hein. Si on se fie à notre interprétation de ce qu'on a fait précédemment, ou plutôt ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Dans l'exemple de fromage en grains, ben, au niveau technique, ben, c'est intéressant. Le fromage fondu, c'est pas des technos qui sont excessivement compliqués, quoique c'est pas disponible dans toutes les fromageries aujourd'hui. Par contre, au niveau économique, c'est pas lui qui me rapporte le plus. Puis au niveau environnemental, c'est lui qui est, sans dire le plus désastreux, c'est lui qui consomme le plus de nouvelles ressources. Disons-le comme ça. Donc, je coche la case du technique, mais j'en ai pas d'autre. À l'inverse, le pressage du fromage en grains en bloc, ben, j'ai de quoi d'intéressant parce que au niveau économique, je vais chercher presque tout mon argent. Au niveau environnemental, j'ai pas d'investissement de nouvelles ressources de matières premières. Oui, j'ai de l'énergie qui est utilisée, j'ai des emballages, mais comme Serena vous présentait, c'est pas le point le plus important sur le bilan global. Puis, ben, l'isolation de composés ou l'extraction de composés a un impact environnemental qui ressemble un petit peu à ce qu'on a avec le pressage. Comme vous avez vu, c'est des valeurs qui sont similaires parce que c'est totalement des procédés physiques, pas d'investissement de beaucoup de matières premières. Euh, Par contre, tu sais, au niveau économique, c'est moins avantageux que le pressage. Ça demeure un processus qui nous permet de générer des revenus, mais si on ne faisait que cette activité-là avec ces équipements-là, c'est pas si rentable. Mais reste que, comme je vous disais, souvent une application d'un scénario de valorisation, c'est rare qu'on en a juste un. On va
avoir plusieurs axes pour attaquer ce défi-là. Fait que peut-être que c'est les trois, peut-être que c'est un petit peu de chacun, peut-être que c'en est deux. Dans ce cas-ci, on veut pas vous forcer une décision. C'est sûr que la partie pressage en bloc, ce serait la plus intéressante, mais ça impliquerait que, encore une fois, j'ai mon magasin d'usine, tout ce qui va à l'externe est vendu. C'est peut-être un vœu pieux. Fait que j'aurais envie de vous dire, à vous de jouer. La balle est dans votre camp, ou plutôt elle sera dans votre camp. Oui, vous avez la présentation aujourd'hui. Elle est enregistrée. Vous allez avoir accès, il me semble, Marie-Pierre, au PowerPoint aussi. Oui, exactement. Euh, OK, fait que PowerPoint enregistrement, mais le guide aussi là, qui s'en vient. Vous allez voir, c'est un beau document. Il y a de quoi, il y a de très beau document, il y a de quoi s'amuser de votre côté à le consulter, mais encore là, si jamais vous avez des besoins d'aide un peu pour mettre en œuvre votre démarche, il y a l'équipe du CFQ et l'équipe du CDBQ qui peut vous accompagner de ce côté-là. Puis, je pense que ce soit de notre côté ou du côté du CFQ, on pourra vous aider aussi pour ce qui est de la mise en œuvre, mais aller chercher les subventions parce que de plus en plus, on a des programmes gouvernementaux qui supportent ce genre d'intervention-là. Il y a eu des initiatives de Recyc Québec, mais aussi de la FAQDD, là, le Fonds d'action québécoise pour le développement durable. Fait que c'est des choses qui sont de plus en plus encouragées, je dirais, par nos gouvernements, bien que l'on soit dans le moratoire en ce moment sur les subventions, mais ça va repartir en 2026. Je pense qu'il y a des belles choses je pense qu'il y aura des belles choses dans ce sujet-là qui sont à votre portée. Fait que Marie-Pierre, je te passerai À moins qu'on ait des Oui. questions avant de faire les remarques finales. Oui, il y a deux questions à vrai dire. Il y en a une dans le chat, là, c'est que pensez-vous des boissons au lactosérum acide? Y a-t-il des avancées scientifiques et techniques de ce domaine? C'est sûr que nous, on n'a pas travaillé sur le lactosérum, mais avec tout ce que tu as lu, est-ce que tu as trouvé de l'information? Avancée technique, ben c'est sûr que surtout de notre côté, je pense qu'on travaille plus avec les ingrédients, les additifs que vous. C'est sûr qu'on a toujours des nouveaux édulcorants, des nouveaux additifs pour cacher, parce que de notre expérience, et encore là, tu as raison, Marie-Pierre, on n'était pas supposé parler de lactosérum, mais toujours un petit arrière-goût, là, même si on travaille avec un lactosérum fermenté. Euh, la grande question, ça demeure, est-ce que j'ai un marché? Puis, en fait, possiblement que j'ai un marché, mais c'est quoi ma proposition de valeur à ce marché-là pour que mon produit se démarque? Au niveau scientifique, on peut vous aider, mais au niveau de comment vendre votre produit, c'est un bon défi. Exactement. Donc, on a une question que Catherine, tu peux. Oui. Oui, bonjour, Catherine Moussard du CIREG. Merci pour cette étude. En fait, c'est une question slash réflexion. Je me disais, on regarde l'unité fonctionnelle ici, étant finalement comment valoriser un déchet, la quantité, enfin la quantité valorisée. Mais finalement, je trouve qu'en perdant la perspective marché, donc finalement à quoi va servir ce produit, parce que c'est ça la Mhm. fonction du produit, il faut qu'il serve à quelque chose. En fait, un fromage fondu, bah, il va peut-être remplacer d'autres fromages, donc un fromage moyen. Puis est-ce que ça serait pas intéressant, ou peut-être que vous l'avez fait, de switcher finalement l'unité fonctionnelle sur regarder l'impact par rapport à un fromage moyen d'un fromage fondu, puis peut-être qu'on aurait des résultats un petit peu différents. Fait que dans une perspective systémique de marché sur comment le mieux utiliser les constituants du lait pour faire du fromage, peut-être de le regarder dans l'autre sens pourrait être intéressant. Voilà, c'est je sais pas, Serena, si tu avais déjà exploré cette façon de faire. Oui, oui, merci pour la question. En fait, c'était un peu des contraintes qu'on s'est mis au début parce il y avait beaucoup d'hypothèses dans le travail qui a été effectué. Donc, et aussi, est-ce qu'on remplace réellement parce qu'il y a il y a déjà des fromages fondus sur le marché, etc. Donc, quantifier un peu ces effets de déplacement, de fait que une fromagerie X produise un fromage fondu, c'est un peu difficile de regarder ça dans le cadre de ce mandat-là. Euh,
Ouais. Ouais, Ben, en fait, c'est plus c'est assez d'un point de limité. vue nutritionnel. Dans le fond, si on remplace une protéine laitière par une autre protéine laitière qui a finalement une valeur assez similaire, est-ce que, ben c'est ça, l'UF pourrait être quantité de protéines laitières disponibles sur le marché ou je sais pas. C'est une autre perspective, quoi. Oui, c'est une autre perspective. Je suis d'accord. Il y a plusieurs manières, façons d'aborder le problème. En fait, aussi, ce qu'on voulait mettre un peu en avant au niveau pour les fromagers, c'était de l'impact aussi, mettre en avant l'impact des matières premières laitières aussi. Puis le fait d'apporter de nouveaux intrants dans un procédé aussi, ce que ça pouvait faire. Ouais, mais je trouve ça très intéressant. Mais après, c'est juste qu'en termes de résultats, on dit, bah, finalement, un fromage fondu a plus d'impact que d'autres façons de valoriser. Puis peut-être que si on le regarde différemment, en tout cas, Ouais. ça serait intéressant d'utiliser Mais plusieurs unités on fonctionnelles pour, pourrait s'en parler, oui, ça ouais. m'intéresse. J'échange souvent avec le CIREG pour justement m'appuyer dans ces décisions-là et ces projets, on pourrait s'en parler avec plaisir. Ça marche. Mais là, Merci. question de néophyte, moi, en évaluation environnementale, on parle justement de réorienter l'unité fonctionnelle vers la protéine, mais là, c'est vraiment juste au point de vue nutritionnel, technique. Pour moi, le fromage fondu, c'est plus une source de matière grasse qu'une source de fromage, parce qu'on a beaucoup Ouais. rajouté de d'autres choses. Est-ce que cet exercice-là, il serait plus valable d'en comparer, je sais pas moi, une poudre de caséine avec un fromage en grains réduit en sodium, avec, je sais pas moi, une collation extrudée qui est essentiellement de la protéine? Là, ça ferait-tu plus de sens à ce niveau-là? Ça fait, en fait, c'est des excellentes questions là. C'est vraiment comment on regarde. Puis c'est ça que je voulais amener, c'est quelle est la meilleure façon de regarder la valorisation des produits par rapport à la fonction qu'il apporte à l'humain ou à l'animal. Puis c'est pareil, en fait, on va pas nécessairement utiliser la même base d'évaluation quand c'est valorisé en alimentation humaine ou alimentation animale selon le guide de l'IDF. Et donc, bah, c'est des questions à se poser. J'ai pas forcément des réponses. Je vais juste amener ça dans la réflexion. Mm. Très bien. Merci Catherine aussi là, parce que c'est des réflexions qu'on a bien entendu. Puis tu sais, je veux juste apporter la petite nuance que tu sais, dans le cadre de ce projet-là, on voulait se mettre dans la peau de l'entreprise qui a des matières à valoriser. Fait qu'on est vraiment dans ce contexte-là là, de cette personne-là qui a un choix dans les ACV plus comparatifs, tu sais, au niveau de, tu sais, t'as différents procédés finalement de valorisation. C'est lequel qui procédé ou façon de produire. Fait que tu sais, on s'est mis dans une, comme tu dis, il y a peut-être il y a plusieurs façons de l'aborder, mais ici, on va être vraiment dans la perspective de celui qui a le coproduit entre les mains puis qui a besoin de faire quelque chose avec. Tu sais, c'est quoi ça, tu sais, la décision elle va être plus utile pour lui, à savoir si mon kilo de protéines, là, comment je le valorise. Fait que c'est dans les choix, il y a ça qu'on a, entre autres, là, qu'on a Mhm. considéré. Mm. Ben, je pense que c'est une bonne perspective, mais c'en est une parmi d'autres. C'est ça. Exact. Parfait. Ben, c'est peut-être quelque chose qu'on va quand même bonifier là, justement dans le document. Peut-être proposer différentes autres perspectives qui auraient pu être abordées. Puis faut se rappeler aussi que tu sais, la démarche se veut vraiment plus éducative que des résultats très euh, apprendre au pied de la lettre, là. C'est Mhm. important aussi pour ceux qui sont là, tu sais, que l'idée c'est de faire cet exercice-là avec des données réelles de votre entreprise et non pas avec nous, on vous expliquait la démarche, puis qu'est-ce que ça peut donner comme type de résultat pour prendre des décisions, hein, parce que c'est pour ça qu'on fait des ACV, prendre les meilleures décisions. Hmm. Je rajouterais juste là, pour ceux qui sont dans l'enregistrement, la dernière remarque était par Vincent Banville, le directeur scientifique du CDBQ. Merci. Merci pour vos questions.
On a eu un autre commentaire dans le chat, là, c'était on peut imaginer un réseau de récupération de fromage en blanc, donc fromage en grains coproduit à valoriser par la technologie du fromage fondu. C'est Commentaires ou questions? c'est un commentaire, à vrai dire. Je rebondirais là-dessus. Souvent, c'est pas juste typique de l'industrie laitière. Dans beaucoup de projets de valorisation qu'on a fait, c'est ça que ça prendrait. C'est-à-dire fédérer un réseau de repreneurs ou bien un réseau de transformation de produits intermédiaires, tout ça. Il y a souvent un jeu politique de c'est à qui les équipements, qui fait la gestion de ça. C'est sûr, c'est la meilleure des idées, c'est le meilleur Mm. scénario parce que on va limiter le nombre de nouvelles acquisitions puis le nombre de nouvelles émissions ou d'utilisation d'énergie. Par contre, dans la faisabilité, c'est là où ça devient un peu politique. Mais c'est vrai que c'est le meilleur scénario, ça. Oui, exactement, oui. Donc, on peut aller à la dernière diapo. Yes. Merci encore pour votre présentation. On vous invite à notre prochaine causerie fromagère qui va porter sur l'intelligence artificielle de la ferme à l'assiette. Chaque étape de la filière fromagère peut être optimisée grâce à l'intelligence artificielle, mais par où commencer? Donc, c'est le 20 janvier 2026. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire. Donc, merci à tous d'avoir assisté à la causerie. Puis, à bientôt. Merci.